Anne, merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. J'aimerais commencer du coup par la toute première qui à mon avis donnera le sens aux prochaines. Comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée de raconter ce qui se passe après les happy end des contes de fées? Alors je sais pas trop, enfin c'est pas facile de trouver exactement d'où m'est venue l'idée, parce qu'il y a eu tout un ensemble de choses en fait qui se sont amalgamées petit à petit. Euh, Quand j'étais petite, je lisais des contes, on me lisait des contes, etc. Il se trouve que quand j'étais ado, il y a eu la chanson de téléphone Cendrillon que j'aimais bien et qui a dû travailler au fond de moi quelque part. Et puis, quand j'étais enfant et ado, j'ai aussi découvert Gottlieb et Tex Avery qui m'avait stupéfié le fait de pouvoir jouer avec une histoire déjà écrite et de pouvoir parodier, de pouvoir partir sur autre chose. Et voilà, je crois que c'est un peu tout ça qui m'a donné l'idée de partir après le conte de fées. Et dans les influences, il y a aussi un auteur que j'adore, un auteur anglais, Terry Pratchett, qui a beaucoup travaillé sur le fait de prendre des mythes ou des expressions au pied de la lettre et de voir ce que ça donne. Donc c'est des choses, voilà, des concepts, des procédés qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont donné envie d'essayer tout ça. Et du coup, est-ce que ce concept de raconter ce qui se passe après les happy end des contes, c'est quelque chose que tu aimerais réitérer à partir, par exemple, d'un autre conte que tu aimes? Non, c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais réitérer. Je pense que autant les contes ont une influence importante dans mon écriture, même dans mes autres manuscrits. Souvent, c'est une référence en sourdine, ou peu visible. Mais partir vraiment sur l'après-conte, je pense que voilà, j'ai exploré l'idée avec Cendrillon dans le manoir de Malencontre et je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais en dire. Voilà, de partir sur la fin, après la fin du conte, finalement, après la fin de tous les contes, on pourrait un peu repartir sur la même chose. Donc j'ai plutôt envie d'explorer plein d'autres choses. J'ai envie d'explorer plein de registres, plein de styles différents. Les manuscrits que j'ai déjà écrits ou sur lesquels je suis en train encore de travailler n'ont absolument rien à voir. Même si, effectivement, je crois qu'il y a toujours un conte quelque part caché dans mes histoires. Mais voilà, c'est moins direct. Et alors, le conte en écriture, on commence à cerner un petit peu la démarche, mais le conte dans ta vie de lectrice, quelle place il a? Bon, comme j'imagine beaucoup de gens, quand j'étais enfant, j'ai lu des contes, et en particulier mon père qui adorait lire les histoires et qui était un excellent lecteur, me lisait beaucoup de contes, et j'avais en particulier un grand album de contes de Grimm avec des illustrations qui me faisaient un peu peur, à vrai dire, qui étaient assez modernes. C'était pas du tout les illustrations classiques qu'on voit dans les contes habituels, mais qui allaient du coup très bien avec l'univers assez cruel des contes des frères Grimm. Et du coup, voilà, c'était un des livres qui a vraiment bercé mon enfance. Après, j'ai lu aussi des contes de Perrault, des contes d'Andersen, plusieurs choses différentes. Mais c'est vrai que je trouve que les contes de Grimm ont une saveur particulière parce qu'ils sont à la fois plus cruels que ceux de Perrault, mais plus optimistes que ceux d'Andersen. Voilà, je garde vraiment une affection particulière pour ces contes-là. Donc, je les ai lus, je les ai relus, j'ai toujours le livre. J'ai bien sûr relu pas mal de contes au moment de l'écriture,
du manoir de Malencontre. Et j'ai toujours aimé aussi lire les contes et légendes ou les histoires mythologiques. Je pense que c'est des histoires qui ont une force symbolique énorme, qui font partie de notre culture. Et autant c'est vrai que peut-être dans les siècles passés, les gens se raccrochaient beaucoup à la religion, au moins dans notre culture européenne. Et maintenant qu'on est moins sensible à ça, enfin en tout cas moi personnellement, je suis moins sensible à la culture religieuse, même si ça fait partie de nos fondations. Mais par contre, les contes sont restés. Et je crois que c'est vraiment une base de notre construction, de notre identité, de notre culture, qui est très très intéressante et qu'on peut continuer à exploiter, et à creuser, et à explorer et sans fin. C'est quasiment sans fin, voilà. J'imagine assez facilement quelle place ont eu les contes dans l'écriture du manoir de Malencontre. Et je me demandais quelles ont été tes autres inspirations pour écrire ce roman. Les inspirations, c'est une question compliquée parce qu'il y en a énormément de différentes qui sont pas forcément identifiables. Bien sûr, on est inspiré par tout ce qui se passe, tout ce qu'on lit, je crois que c'est le résultat d'un gros amalgame. Après, c'est vrai que j'étais étudiante en littérature anglaise et on avait travaillé sur le roman gothique et j'avais vraiment adoré ces romans qui maintenant nous paraissent des séries de clichés et de stéréotypes absolument affreux, mais qui en fait étaient vraiment les précurseurs de nos histoires et de nos films d'horreur actuels. Donc voilà, en plus, il se trouve que j'ai dû travailler sur un roman d'Anne Radcliffe qui est absolument illisible de nos jours, tellement c'est larmoyant et le stéréotype de la pauvre héroïne victime de tous les malheurs du monde. Mais j'ai été obligée de travailler dessus, j'ai passé les concours avec, j'ai eu les concours grâce un peu à ça. Et j'ai gardé du coup une certaine tendresse pour ce livre illisible. Et du coup, voilà, ça fait partie des inspirations. J'ai fait un peu des clins d'œil à ces atmosphères à la fois sombres et un peu angoissantes, où on comprend pas tout, etc. Mais à la différence des romans gothiques anglais, eux, ils ne partent pas vraiment dans le fantastique. En général, ils expliquaient vraiment de façon réaliste les différents phénomènes qui pouvaient inquiéter les personnages pendant l'histoire, alors que moi, je suis partie délibérément sur du fantastique et du complètement surnaturel. Après, quoi d'autre comme inspiration, c'est difficile à dire, je sais pas. Et en termes un peu plus terre-à-terre, est-ce qu'on peut considérer le manoir de Malencontre comme une allégorie de la grossesse et des doutes et des difficultés que ça implique ? Alors oui, bien sûr, le manoir de Malencontre est absolument une allégorie de la grossesse et de tout ce qu'elle implique. C'est même le thème central du livre, encore plus, je crois, que l'histoire d'amour avec le prince charmant. Il se trouve que dans mon expérience personnelle, en tout cas, la première grossesse, le fait de devenir parent, ça a été la plus grosse métamorphose qui m'est arrivée dans ma vie, la plus grosse aventure, qui était très très angoissante d'ailleurs à l'époque. Même si mon entourage ne l'a pas forcément ressenti, pour moi ça a été une grosse remise en question de tout ce que j'étais, de tout ce que je pouvais projeter comme vision de moi et de mon futur. Voilà, c'était la remise en cause ultime de ma vie. Et je crois que c'est quelque chose d'assez universel.
Bon, peut-être que j'étais loin de ma famille, j'avais pas spécialement de modèle à l'époque dans mon entourage proche. Ça joue sans doute, mais j'ai mis pas mal de mes doutes de l'époque ou de mes inquiétudes. Alors évidemment, après, je me suis amusée à changer tout ça, parce que je ne suis pas du tout le personnage de Mathilda et je ne l'ai jamais été. Mais voilà, j'ai utilisé clairement des choses qui m'ont posé question, des doutes, des peurs que j'ai eues, et puis des côtés positifs aussi, parce qu'il y en a, heureusement. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le rituel du passage à l'âge adulte. La grossesse, pour une femme, je crois que c'est la plus grosse chose qui peut nous arriver. Et est-ce que tu aurais des anecdotes d'écriture à nous raconter, des choses qui se seraient passées pendant l'écriture du Manoir de Malencontre ? Alors, j'ai pas exactement d'anecdotes précises à raconter sur ce manuscrit. Du moins, j'en ai pas en tête. Il y a dû en avoir, mais ça me reviendra peut-être un jour. Ce que je peux te raconter, c'est... j'ai fait plusieurs faux départs dans l'écriture. Et donc, le manuscrit du Manoir de Malencontre, j'avais fait un premier essai il y a une quinzaine d'années maintenant. À l'époque, il s'appelait Bloody Manoir, le premier titre qu'il y a eu. Il y en a eu toute une série. Je partais de l'histoire un peu de Bloody Mary, le côté sanglant, le côté roman gothique anglais aussi, comme je disais tout à l'heure. Et dans la première version de cette histoire, le personnage principal, c'était en fait Jérôme, le mari. Et au bout d'une 50aine de pages, je me suis retrouvée bloquée, je ne voyais pas trop où ça allait, je ne voyais pas trop l'intérêt de l'histoire, puisque finalement on avait juste le mari qui cherchait sa femme enceinte qui avait disparu. Et ça menait à rien. Donc j'ai abandonné le manuscrit pendant pas loin d'une dizaine d'années. Et quand je l'ai repris il y a quelques années, j'ai repris toutes mes préparations, j'ai retravaillé, et c'est là que je me suis dit, tiens, si j'essayais de changer de point de vue, parce que finalement, le personnage qui m'intéresse, c'est celui de Mathilda, c'est celui de la princesse. Et c'est là que tout s'est débloqué, en fait, que j'ai vraiment trouvé le cœur de mon histoire, qui parle vraiment du passage d'état d'enfant à adulte de cette femme, et pas tant finalement de son mari qui a un rôle, ma foi, il est sympathique, mais c'est vrai qu'il n'est pas très intéressant, enfin je le trouve moins intéressant comme personnage. Donc il est passé au second plan alors qu'il était normalement le héros de l'histoire au départ. Voilà, un roman féministe d'une certaine façon. Merci Anne pour tes réponses et pour ton temps. J'espère que ces petits morceaux de toi auront plu à tes lecteurs et que ça aura décidé ceux qui n'ont pas encore plongé le nez dans le Manoir de Malencontre à y aller tête baissée. C'est un roman très agréable qui, je vous le rappelle, est disponible en livre papier et en e-book sur le site de la maison d'édition, mais également sur les grandes plateformes en ligne ou à la commande chez votre libraire du coin. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle interview.